Des conseils pour progresser en course à pied, on en trouve énormément. Et il est facile de se perdre dans des détails qui ne sont au final pas les plus importants. Aujourd'hui, je vous donne les conseils indispensables et je vous garantis qu'en les respectant, vous allez progresser. Des conseils qui, mis bout à bout, vont avoir un effet énorme. Et aujourd'hui, c'est sur ces 10 conseils que je voudrais qu'on se concentre en particulier. Ce conseil est le plus important de tous. C'est simple, plus vous serez régulier dans votre entraînement, plus vous aurez de résultats. Le corps fonctionne de telle manière que pour progresser, il a besoin d'être stimulé très régulièrement. Et pas besoin de courir énormément pour réussir à atteindre cet objectif, simplement courir 3 fois par semaine est déjà une très bonne base pour progresser. En stimulant le corps tous les 2 jours en moyenne, les mécanismes de la progression vont vraiment être très efficaces. L'idéal est donc de maintenir ce volume d'entraînement toute l'année si possible. Et si vous avez des périodes où c'est un peu plus compliqué en termes de planning, essayez au moins de garder 2 entraînements par semaine, même s'ils doivent être très courts. Dans tous les cas, évitez absolument l'effet yo-yo avec 5 entraînements par semaine pendant quelques semaines et plus rien ensuite. Le corps fonctionne de telle manière que si vous arrêtez de courir pendant plus de 5 jours, il va commencer à perdre son niveau. Et vous voulez absolument éviter de perdre tous les avantages de l'entraînement que vous avez déjà fait. Et ça se perd ensuite relativement vite. Vous connaissez l'expression, rien ne sert de courir, il faut partir à point. En gros, soyez patient, les progrès peuvent mettre du temps à se voir, mais rassurez-vous, en course à pied, le travail paye toujours, alors ne vous découragez jamais. Persévérez toujours et vous verrez, ça va payer au final. Ce conseil est en fait au même niveau que le premier. La meilleure méthode d'entraînement, c'est celle que votre corps acceptera. Car le corps sait très bien nous dire quand quelque chose ne va pas. Il nous envoie des signaux et il faut apprendre à lire ces signaux pour bien comprendre son corps. Fatigue ou douleur anormale, cardio qui n'est pas du tout dans les clous, gros stress au travail ou à la maison, il y a plein de raisons de décaler ou de supprimer une grosse séance quand il y a des alertes de ce type. Et comme 5 jours de pause n'ont aucun effet sur la forme, n'hésitez pas à faire ce genre de micro-coupures au besoin. Attention à ne pas tomber dans le côté hypocondriaque non plus. Un gros entraînement va générer de la fatigue, c'est normal, c'est même voulu. C'est cette fatigue qui va nous permettre de progresser. Il ne faut donc pas se chercher d'excuses pour ne pas se donner à fond sur les grosses séances. Et même si on ressent de la fatigue le lendemain, c'est là qu'une bonne planification va être importante. On veut des journées intenses, des entraînements difficiles, mais aussi des journées plus cool ou des jours de récupération pour bien encaisser ces entraînements difficiles. Et puis avec l'expérience, on reconnaît facilement la bonne fatigue, celle qui est nécessaire pour progresser, de celle qui est néfaste et qui va nous générer des douleurs, des blessures, voire du surentraînement. Rassurez-vous, il faut quand même pousser la machine assez fort pour que ce surentraînement soit vraiment effectif. La motivation, c'est le nerf de la guerre dans les sports d'endurance. Comme les progrès s'obtiennent avec un entraînement très régulier, semaine après semaine, mois après mois, entretenir sa motivation est primordial. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de se définir un ou des objectifs qu'on va se rappeler dans les moments difficiles. Car ça n'est pas forcément vrai qu'on est motivé à aller s'entraîner à 100% du temps. Un jour pluvieux, une journée fatigante au travail, des problèmes qui s'enchaînent telle une spirale infernale, on a tous ces jours où aller s'entraîner est compliqué. Et avoir un objectif qui nous motive est vraiment important à ce moment-là. Ces objectifs doivent être motivants et surtout vous sembler atteignables. L'idéal est d'avoir un gros objectif très motivant à long terme pour entretenir la passion, plus de petits objectifs à court ou moyen terme pour vous motiver au quotidien. Mettons les choses au clair, courir plus vite en footing n'aide pas à progresser plus, bien au contraire. Le footing, c'est une allure où tout le monde a l'impression de devoir se ralentir pour rester dans la bonne zone, c'est normal. Quand on n'est pas très en forme, le cardio s'envole à la moindre accélération et on doit donc se ralentir pour rester dans les clous. Et quand on est en forme, c'est l'inverse, on a l'impression que nos jambes sont tirées vers l'avant à chaque foulée et qu'on peut accélérer tout le temps, on doit donc courir avec le frein à main. Courir lentement, c'est nécessaire pour que certaines adaptations physiologiques se fassent correctement. Mais courir lentement, c'est aussi très important pour construire une bonne base d'endurance sans générer de fatigue. Car si on court trop vite en footing, on va générer une fatigue qui va nous empêcher d'être au top sur les séances de fractionnés. En fait, le plus important dans un planning d'entraînement de coureur, c'est de respecter la règle du 80-20. Environ 70 à 80% du temps d'entraînement doit être facile, couru en endurance fondamentale comme on vient de le voir. Mais les 20 à 30% restants doivent être durs. On doit vraiment se donner pour progresser. Car la progression n'a rien d'automatique.
elle intervient seulement si le corps a été stressé d'une manière ou d'une autre. En séance de fractionné, ça veut dire repousser ses limites cardio-respiratoires et ou musculaires selon le type d'entraînement réalisé. 20% d'entraînement intense, ça peut vous paraître peu, mais si vous pensez à ça comme la partie essentielle de la semaine où vous devez être au top physiquement et surtout mentalement, c'est déjà un beau volume de travail. Et si vous voulez savoir comment organiser une semaine d'entraînement en intégrant toutes ces contraintes, regardez du côté de la semaine type que je vous ai décrite ici. Vous verrez au passage qu'il y a déjà pas mal d'occasions de pousser la machine. Saviez-vous que la récupération est aussi importante que l'entraînement pour progresser ? L'entraînement va stresser l'organisme et la récupération va permettre de transformer ce stress en progrès. Donc si vous faites un gros entraînement très fatigant, il y a aussi un gros potentiel de progression associé à cet entraînement. En gros, plus vous allez avoir une bonne récupération, plus vous allez pouvoir tirer de bénéfices de cet entraînement intense. Au contraire, avec une très mauvaise récupération, vous allez avoir un tout petit peu de progrès, voire pas du tout. C'est vraiment dommage. Et en plus, c'est un des facteurs majeurs d'augmentation des risques de blessures. Bref, entraînez-vous efficacement et essayez de bien gérer tous les aspects liés à la récupération pour avoir tous les bénéfices de cet entraînement. Bien récupérer, ça veut dire avoir une bonne alimentation, une bonne hydratation et un sommeil le plus efficace possible. Ce sont les points principaux et si vous voulez tout le détail sur le sujet, je l'ai traité ici. Un bon échauffement bien progressif, c'est un des moyens les plus efficaces pour minimiser les risques de blessures. Lorsqu'on démarre un entraînement, on sent qu'on est rouillé, que tout ne fonctionne pas normalement. Et bien forcer à ce moment-là, c'est mettre un stress inutile et même néfaste sur notre corps. Un bon échauffement, c'est courir lentement, courir environ 10% plus lentement que notre allure de footing normale. Et si vous n'avez pas encore bougé de la journée, marcher 500 mètres avant de courir et même faire un réveil musculaire avant tout ça peut être intéressant. Enfin, si vous partez pour une séance de fractionné, pensez à intégrer des exercices d'échauffement dynamiques avant de commencer votre séance. Regardez la vidéo des exercices que je recommande et comment bien les réaliser en cliquant ici. En plus, ces exercices sont extrêmement intéressants pour travailler sa technique de course. Bref, un bon échauffement, c'est tout bénef. Avoir une sortie plus longue que les autres dans sa semaine, ça a de multiples avantages et c'est au final accessible à tous. Ça n'a pas vraiment d'impact en termes de planning puisque pour la majorité, on va faire cette sortie le week-end quand on a un peu plus de temps pour s'entraîner. Et quand je parle de sortie longue, je parle d'une sortie qui dure entre 1h10 et 1h30 en moyenne. Et si vous n'êtes pas du tout habitué à ce type de sortie, prenez votre temps avant d'arriver à la durée totale, ne prenez pas le risque de vous blesser. Allez-y 5 minutes de plus chaque semaine jusqu'à atteindre 1h10. Pour faire simple, cette sortie longue va beaucoup aider à améliorer votre endurance générale. Et l'intérêt n'est pas juste dans le fait de pouvoir courir plus longtemps, plus facilement, même si c'est le principal évidemment. Mais la sortie longue va aussi aider à rendre les efforts plus courts, plus faciles. C'est pourquoi je la conseille à tous les coureurs et pas juste à ceux qui préparent un semi ou un marathon. Imaginez un 10 km. S'il dure pour vous environ 50 minutes et que votre sortie la plus longue de la semaine est aussi de 50 minutes. Vous allez être dans ce cas proche de votre limite d'endurance et la fin de votre 10 km va être rendue plus difficile à cause de cela. Au contraire, si vous êtes habitué à courir 1h10, 1h15, 1h20, vous allez être beaucoup plus loin de votre limite d'endurance et la fin de course va moins vous bloquer à cause de cette limite. C'est un des multiples avantages de la sortie longue et si vous voulez tout savoir sur elle, c'est par ici. Et si à un moment ou à un autre vous devez louper une sortie longue, aucun problème, en maintenir une toutes les 2 semaines au minimum permet de bénéficier de la majeure partie des avantages de cette sortie longue. Que ce soit pour booster votre motivation, pour minimiser les blessures ou pour progresser plus, la variété a de nombreux avantages. D'abord, pour la motivation, faire des entraînements variés à des endroits ou sur des terrains différents va être bénéfique grâce à l'impression de nouveauté qu'on va avoir à chaque fois. Et habituer son corps à différents terrains est aussi extrêmement intéressant pour réduire les risques de blessures. Surtout si vous courez sur le bitume, faites tout pour ajouter des parcours sur des terrains plus souples si vous le pouvez. Le stress lié au choc de chaque foulée va être limité et le corps va devoir s'adapter au terrain, ce qui est aussi une sorte de renforcement naturel. Et même pour votre progression, vous avez intérêt de varier. Si on fait les mêmes entraînements aux mêmes vitesses sur les mêmes terrains, à force le corps s'y habitue. Et si le corps s'habitue à quelque chose, il progresse moins grâce à cela.
Sans plaisir, ça ne marchera pas dans tous les cas. Je sais que ce conseil peut paraître bateau, mais réussir à trouver la manière de vous entraîner qui vous fait le plus plaisir est primordial. Pour progresser, il faut être motivé, on l'a vu. Et la motivation ne passe pas uniquement par les objectifs que l'on se fixe. La motivation, c'est aussi trouver des types d'entraînement qui nous font plaisir, qu'on a envie d'aller réaliser. Ça peut simplement être le challenge de réussir une séance difficile qu'on a prévue dans son programme. Mais ça peut aussi être d'aller retrouver des amis pour partager une séance ou encore de tester un nouveau terrain, un nouvel endroit pour courir ou un équipement qu'on vient de s'acheter. Mais le principal, c'est vraiment de s'assurer quand on choisit son plan d'entraînement ou qu'on le construit qu'il nous donne vraiment envie. Car avec un peu de créativité, on peut facilement rendre ces entraînements plus ludiques, plus motivants que de se coltiner un 15 x 200 mètres chaque mardi. Pensez-y et essayez toujours d'avoir un objectif plaisir à chaque séance et vous verrez, vous serez un coureur plus épanoui. Et en plus, c'est souvent les coureurs les plus épanouis qui progressent le plus. Voilà pour ces 10 conseils pour bien progresser. J'espère qu'ils vous ont plu et surtout qu'ils vous seront utiles. Et si vous voulez me remercier, le meilleur moyen de m'aider, c'est de partager cette vidéo autour de vous.